bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre intérêt pour la question corse, qui, il est vrai, a quelques connexions avec la question basque. Et nous avons, pour notre part, l'organisation dont je fais partie, Corsica Libera, a depuis fort longtemps des relations politiques et amicales avec le peuple basque de manière générale et également avec le courant abertzale en particulier. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, et je remercie les organisateurs de m'avoir donné cette occasion de passer cette soirée en votre compagnie. Alors quelques mots de présentation de notre situation institutionnelle et politique. Et puis ensuite, sans doute, il y aura des questions. Peut-être, c'est mieux qu'un long monologue. Voilà. Donc, je vous donne quelques éléments. Bon, c'est vrai que la Corse dispose d'un statut particulier depuis le début des années 80, depuis la loi Defferre. Donc, nous ne sommes pas une région. Nous sommes une collectivité territoriale sui generis, avec des compétences qui au fil des années et des statuts particuliers successifs, des compétences qui se sont élargies. Alors, il y a eu effectivement au début des années 80 donc, la création de l'Assemblée de Corse, la première Assemblée de Corse, et puis il y a eu au début des années 90 un nouveau statut particulier, donc avec d'un côté donc, l'Assemblée à partir de cette date-là, d'un côté l'Assemblée de Corse, et de l'autre un gouvernement de la Corse, donc un exécutif. Ça s'appelle le Conseil exécutif de Corse. Donc ce sont les institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui, même s'il y a eu une nouvelle réforme en 2002 qui a eu une portée un peu moindre. Donc des modifications, la situation elle est une compétence relativement large par rapport aux régions. Alors, juridiquement, c'est vrai que nous avons des compétences élargies, notamment en matière de jeunesse, de sport, de tourisme, de culture. Nous avons des compétences élargies par rapport aux régions françaises. Mais ce qui nous différencie surtout des régions françaises, c'est l'idée que se font les Corses de notre collectivité. En réalité, et puis également, bien entendu, ce que nous traitons à l'Assemblée de Corse dans la pratique. Et lorsque l'on compare les ordres du jour de l'Assemblée de Corse avec les ordres du jour des conseils régionaux, on voit bien que nos sujets de préoccupation sur lesquels nous débattons et nous votons sont beaucoup plus politiques et beaucoup moins techniques, beaucoup moins administratifs que les conseils régionaux, de toute évidence. Alors, c'est vrai que nous avons des compétences juridiquement plus larges, mais surtout, l'idée que nous nous faisons et l'idée que se font les Corses de nos institutions sont différentes. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas en Corse, et ça arrive malheureusement de manière assez fréquente, eh bien, les Corses viennent à l'Assemblée de Corse, ils ne vont pas voir le préfet. Le préfet, c'est vrai, n'a pas de légitimité populaire, il n'est pas élu, et les Corses n'ont pas le réflexe d'aller trouver le préfet. Ils vont, même si c'est complètement en dehors de nos compétences juridiques, c'est nous qui viennent voir. Alors, ça a du bon en ce sens que les institutions de la Corse sont valorisées, mais c'est aussi parfois délicat parce que c'est souvent en dehors de nos compétences juridiques que l'on vient nous solliciter, et parfois il est très difficile de faire face à la situation en n'ayant pas les leviers. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une question d'ordre public, vous n'ignorez pas que nous ne sommes pas compétents en matière de police et de justice, et pourtant les Corses s'adressent à nous. Alors c'est vrai que nous avons une clause de compétence générale, qui a disparu pour les autres collectivités à part les communes. Donc la clause de compétence générale, c'est évidemment quelque chose qui plaide en faveur de compétences larges, mais évidemment nous n'avons pas un certain nombre de leviers. Alors je citais évidemment des leviers qui sont emblématiques comme ceux qui concernent le maintien de l'ordre. Bon, nous n'avons pas cela, évidemment, vous ne l'ignorez pas, alors que bon... nos voisins catalans ou basques sud disposent évidemment de compétences en la matière. Donc nous n'avons pas ces compétences, mais même dans nos domaines de compétences, nous avons parfois une concurrence des services de l'État. Par exemple, nous avons une très large compétence en matière culturelle et de patrimoine, mais nous avons toujours un DRAC qui siège donc en Corse avec des compétences un peu résiduelles. Mais enfin, il est toujours là, et
parfois, on se demande bien pourquoi eh bien, on en est toujours à cette situation. Donc nous demandons par exemple, effectivement, en matière culturelle, nous demandons à récupérer l'ensemble de la compétence. Nous avons presque l'ensemble de la compétence, mais il n'y a aucune raison de laisser aujourd'hui la DRAC. Ça n'a pas de signification, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité. Donc des institutions qui ont évolué au fil du temps, mais qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont, et encore une fois, des compétences qui sont sur le plan juridique intéressantes, larges par rapport aux régions, mais qui sont infiniment moins importantes que celles dont disposent les assemblées dans l'ère, je dirais, sous contrôle espagnol, ou bien dans l'ère allemande. Bien sûr, nous n'avons pas les compétences des Länder. Mais c'est vrai que pour la France, c'est déjà un effort considérable compte tenu de la tradition donc juridique, politique, jacobine qui accourt à Paris. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Alors ça, c'est la situation à l'heure où je parle. Et puis il va y avoir une évolution importante à partir du 1er janvier 2018. Si le résultat des élections à Paris donc, ne remet pas tout en cause, on ne sait jamais. Bon, voilà. Puisqu'il y a au moins une candidate qui a dit qu'elle supprimerait les conseils régionaux, la collectivité de Corse, les intercommunalités. Donc voilà. Donc évidemment, ça ferait du changement. Bon, nous n'en sommes pas encore là. Mais enfin, il faut l'avoir dans un coin de la tête quand même, parce que ça fait partie des éventualités qui auraient des conséquences très importantes sur vous et sur nous. Bon. Alors, à défaut d'un scénario catastrophe de ce type, donc, nous devrions voir au 1er janvier prochain une nouvelle collectivité qui serait issue de la fusion des 2 conseils départementaux, donc les héritiers des conseils généraux, et de la collectivité territoriale de Corse. Alors la collectivité territoriale de Corse concerne évidemment l'ensemble des Corses, et les 2 conseils départementaux concernent le nord de la Corse, donc c'est-à-dire la Haute-Corse, et le sud de la Corse, c'est-à-dire la Corse du Sud. Voilà. Donc on passerait donc de ce système assez contestable, dans lequel il y a 3 assemblées délibérantes pour 320 000 habitants, ce qui fait quand même beaucoup, ça fait pas mal, avec des chevauchements de compétences, avec des budgets qui sont comparables, avec, évidemment, les chevauchements de compétences, vous imaginez, ça entraîne un déficit en matière de transparence, puisqu'on ne sait plus trop qui fait quoi dans certains cas. Donc, c'est un système complexe. Bon, chez nous, peut-être ailleurs, mais chez nous, en tout cas, les conseils départementaux, les ex-conseils généraux sont le nid du clientélisme, traditionnellement. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous, depuis 40 ans, nous demandons la suppression de ces conseils départementaux, enfin, conseils généraux devenus départementaux. Donc, c'est avec quand même une grande satisfaction que nous avons acté la décision de supprimer donc ces conseils départementaux à travers la loi NOTRe, en tout cas un dispositif propre à la Corse inséré dans la loi générale de décentralisation à l'échelle de la France. Donc voilà où nous en sommes au 1er janvier 2018. Une seule collectivité qui s'appellera dorénavant la collectivité de Corse, avec, et non pas collectivité territoriale de Corse comme aujourd'hui, la collectivité de Corse, avec un conseil, avec une assemblée de Corse qui aura 63 membres au lieu de 51, un conseil exécutif également qui gagnera aussi également un petit peu de volume. Et nous aurons donc dorénavant l'ensemble des compétences des 3 collectivités réunies entre les mains des conseillers des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers exécutifs. Donc toujours le même système avec un organe délibérant, un organe exécutif. Donc l'Assemblée de Corse a un président, c'est cette présidence que j'occupe aujourd'hui. Le conseil exécutif a un président également, c'est le siège qu'occupe Gilles Simeoni. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui les 2 présidents représentant la Corse. C'est ce que l'on a appelé pendant les travaux parlementaires à Paris le bicéphalisme, ou la diarchie. Voilà. Alors ça se fait dans des conditions plus ou moins satisfaisantes suivant l'entente qui existe entre les 2 présidents. Il y a eu parfois dans les mandatures précédentes des tensions entre les 2 présidents. Ça n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous partageons évidemment la plupart des orientations. Bon,
nos différences se situent en dehors du contrat de mandature sur les perspectives à plus long terme, puisque je suis, moi, du courant indépendantiste et Gilles Simeoni du courant autonomiste, encore que je ne désespère pas de convaincre Gilles Simeoni de rejoindre l'indépendantisme dans les années qui viennent. Donc, voilà. Donc, il y a effectivement des différences historiques et des différences, c'est vrai, de perspectives à long terme, pour l'instant, parce qu'on a vu des évolutions. Que je sache, Arthur Mas n'était pas non plus un indépendantiste échevelé il y a quelques années. Bon, voilà, donc il peut y avoir des évolutions dans le temps. Mais enfin, donc sur le projet de mandature que nous avons, projet de mandature qui devrait se poursuivre si nous sommes élus en décembre, bien sûr, il va y avoir des élections, mais si les Corses nous renouvellent leur confiance, eh bien, donc, dans les 4 années qui vont suivre, nous allons poursuivre ce contrat de mandature qui est un contrat autour du développement économique, du développement culturel, de l'évolution institutionnelle de la Corse, parce que nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin et nous voulons effectivement une réforme, une nouvelle réforme, parce que nous avons besoin d'un certain nombre de choses qui ne sont pas prévues dans la réforme actuelle. Donc il y aura également donc, une revendication en matière de réforme institutionnelle, mais il y aura surtout des sujets très politiques qui sont pour nous les plus importants, que nous avons mis sur la table de discussion avec Paris, mais il est vrai que depuis 1 an et demi, nous avons eu peu de succès s'agissant des questions les plus importantes, parce que Paris était dans une situation un petit peu particulière. On appelait ça une fin de règne. Bon, en tout cas, je crois que les conditions n'étaient pas réunies pour de grandes évolutions, surtout que il y a un certain nombre de nos demandes qui nécessitent une révision constitutionnelle, donc notamment la co-officialité de la langue corse et du français, le statut de résident, quelques dispositions en matière fiscale aussi nécessiteraient une révision constitutionnelle. Donc nous savons que même si François Hollande et Manuel Valls avaient voulu procéder à cette révision constitutionnelle, ils n'en avaient pas les moyens politiques, puisque, comme vous le savez, il y a 2 voies, soit la voie du référendum, mais bon, je crois que personne ne voulait faire un référendum au sujet de la Corse, soit la voie du Congrès réuni à Versailles avec 3/5 du Congrès. Et les 3/5, manifestement, ils étaient difficiles à trouver. En tout cas, M. Hollande ne les a pas trouvés s'agissant de la déchéance de nationalité qui lui tenait à cœur. Et malgré un soutien de la droite au début du processus, donc il n'aurait pas trouvé les 3/5 pour la Corse, évidemment. Donc, nous savions, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, qu'il y avait certaines choses que nous ne pourrions pas obtenir facilement et même que nous n'obtiendrions pas. Bon, nous le savions. En revanche, il y a une question qui est une question essentielle et qui nécessite une simple loi, si j'ose dire, une simple loi, une loi simple. C'est l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Alors évidemment, pour nous, c'est une question qui nous tient évidemment à cœur, parce que nous avons plusieurs dizaines encore de prisonniers. Nous en avons moins qu'à une certaine époque, mais il en reste un certain nombre. Certains ont été rapprochés, nous avons obtenu certains rapprochements, mais pas tous. Le FLNC a arrêté ses activités depuis 2014, comme vous le savez peut-être. Sa sortie de la clandestinité a été actée et aucun événement n'est venu contredire cette décision qui a été rendue publique donc, il y a maintenant 3 ans. Donc personne ne peut comprendre qu'un geste ne soit pas fait en direction des prisonniers. Personne ne peut le comprendre. La société corse réclame cette amnistie. Et lorsque je dis la société corse, ce ne sont pas les nationalistes qui sont aujourd'hui aux responsabilités à la collectivité territoriale de Corse. Ce sont les Corses qui demandent l'amnistie. L'Assemblée de Corse a voté, avant même notre accession aux responsabilités, par 47 voix sur 51, donc ça fait une majorité assez écrasante. Le conseil départemental de la Haute-Corse, qui n'est pas dirigé par des nationalistes, a voté à l'unanimité. La moitié des 360 communes de Corse ont déjà demandé l'amnistie par des délibérations. Et toutes les semaines ou presque, il y a de nouvelles délibérations qui viennent enrichir donc, ce corpus. Donc c'est vraiment, sans exagérer, 95% de la société corse qui réclame l'amnistie. À Paris, on ne veut rien entendre à cet égard, mais là, il y a vraiment un enjeu pour la Corse, mais un enjeu pour des relations apaisées entre la Corse et Paris. Donc, aujourd'hui, il y a un grand nombre de délibérations de l'Assemblée de Corse qui n'ont pas eu, du côté de Paris, de réponse positive. La demande de co-officialité de notre langue avec le français, le statut de résident,
pour protéger notre terre pour aujourd'hui de la demande extérieure pléthorique, donc qui fait augmenter les prix de manière exponentielle et qui met hors de portée des Corses l'accession à la propriété. Donc le statut de résident, l'amnistie, un statut fiscal. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons notamment la territorialisation des impositions, c'est-à-dire le transfert à la Corse de la compétence en matière fiscale, alors progressivement, mais notamment s'agissant de la fiscalité du patrimoine, et puis d'une part de la TVA, ça nous l'avons obtenu de manière très partielle, mais nous allons évidemment revenir à la charge. Donc il y a aujourd'hui des délibérations de l'Assemblée de Corse majoritaires, parfois massivement majoritaires et parfois même unanimes, qui n'ont même pas été prises en compte par Paris. Je pense par exemple à une délibération unanime pour le transfert de la fiscalité du patrimoine à l'Assemblée de Corse. Ça n'a pas eu de suite. Donc ce sont des choses très importantes et surtout c'est un déni de démocratie que de ne pas prendre en compte la décision des élus du peuple, suivant la règle du jeu fixée par Paris, parce que quand même, aujourd'hui nous sommes les élus du peuple corse, mais selon une règle qui n'a pas été établie par la Corse. C'est bien la loi française qui a créé la collectivité territoriale de Corse et les modes d'élection. Donc pendant des années, on nous a dit on ne peut pas discuter avec vous parce que vous êtes violents. Alors aujourd'hui, personne ne peut accuser les Corses de violence dans la mesure où il n'y a plus du tout de lutte armée donc depuis 2014 sur la terre de Corse. Puis on nous disait aussi, on peut pas, vous dites des choses intéressantes, mais vous êtes minoritaire. Aujourd'hui, nous avons gagné les élections. Alors, il n'y a plus de lutte armée, nous avons gagné les élections. Et alors, quelle est aujourd'hui la règle du jeu? Parce que ça change tout le temps, quoi. Aujourd'hui, on nous dit, mais aujourd'hui, on peut pas discuter avec vous parce qu'en fait, on n'en a pas les moyens. En gros, c'est ça ce qu'on nous dit à Paris. Parce qu'on ne peut même pas dire qu'on nous a ignorés depuis notre accession aux responsabilités. Nous avons reçu une quantité industrielle de ministres à l'Assemblée de Corse, et puis nous avons reçu le Premier ministre à l'Assemblée de Corse, et puis il y a un mois, le président de la République en personne. Nous avons été invités des dizaines de fois à Paris, et nous avons avancé sur peu de choses. Bon. Alors, on nous a dit, mais vous comprenez, c'est compliqué pour nous, parce que, vous voyez, là, aujourd'hui, nous avons des tas de difficultés, et vous savez, nous avons de la bonne volonté, regardez, nous avons... Alors, on nous répète toujours qu'on nous a donné satisfaction sur deux sujets, bon, c'est-à-dire le nouveau statut, donc la suppression des conseils départementaux, et le maintien du régime spécifique en matière de fiscalité du patrimoine. Bon, c'est vrai que ce sont deux dossiers très importants, mais enfin, il y a des choses qui sont plus importantes pour nous, et pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Bon, ce déni de démocratie devra cesser et nous espérons que les nouveaux responsables français qui sortiront des urnes dans quelques semaines auront à cœur d'engager des discussions avec la Corse pour faire en sorte que le fait démocratique soit respecté. Demandons rien d'autre, demandons le respect du fait démocratique, le respect des votes de l'Assemblée élue par l'ensemble des Corses. Si tel n'était pas le cas, évidemment, il faudrait que nous établissions de nouveaux rapports de force, bien sûr, pas par les mêmes moyens que ceux qui ont eu cours pendant 40 ans, parce que cette page est tournée, et elle est définitivement tournée. Elle a été nécessaire. Vous n'observerez aucun reniement, évidemment, de la part du courant que je représente. Les 40 années de conflit ont été nécessaires, parce que sans ces 40 années de conflit, eh bien, aujourd'hui, il ne serait même pas question d'avancer au bénéfice du peuple corse, parce qu'il n'y aurait plus de peuple corse. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre étape, et les moyens que mettra en œuvre le peuple corse dans les mois et les années à venir seront des moyens différents, mais ils procéderont toujours du rapport de force avec Paris, bien entendu. Le rapport de force parfois paisible, parfois un peu plus crispé, parce que parfois, effectivement, il faut hausser le ton, mais il y aura évidemment une nécessité pour les institutions de la Corse d'être très fermes et pour la société corse d'être mobilisée, parce que les institutions ne peuvent rien faire si elles n'ont pas un soutien populaire qui se manifeste, y compris dans la rue. Donc, pour nous, les perspectives, quand même, dans les semaines et les mois à venir, sont des perspectives aussi de lutte, même sous une autre forme, dorénavant, mais des perspectives de lutte. Voilà. Alors, je ne voudrais pas quand même faire un bilan entièrement négatif de nos relations avec le gouvernement français depuis notre accession en responsabilité. Nous avons avancé, je vous le disais, dans 2 dossiers. Il y a au moins un ministre qui s'est comporté avec loyauté à l'égard de la Corse,
et nous l'avons dit publiquement, le président du Conseil exécutif et moi-même, c'est Jean-Michel Beillet, alors qui n'était certainement pas le ministre le plus puissant, mais qui a été chargé d'un certain nombre de questions qui concernent la Corse. Et il a été d'une parfaite loyauté, s'agissant des ordonnances relatives à la nouvelle collectivité de Corse, s'agissant de la fiscalité, du régime en matière de fiscalité du patrimoine, s'agissant de questions financières qui étaient quand même importantes pour nous, comme la question de la contribution de la Corse au redressement des finances publiques. Bon, c'est un peu technique, mais c'était très important parce que c'était de l'argent qui devait rester en Corse et qui, en fait, était englouti de manière anormale, hein, donc par un prélèvement qui était mal calculé. Donc c'est vrai que Jean-Michel Beillet s'est comporté de manière, à notre égard, très correcte et très loyale. Ségolène Royal, dans son domaine de compétences, nous a donné satisfaction aussi de manière assez large. Pourquoi ne pas le dire? S'agissant des autres ministres, et notamment du premier d'entre eux pendant fort longtemps, Manuel Valls, il n'en a pas été de même. Nous avons eu des échanges à l'Assemblée de Corse, fermes mais courtois, mais peu fructueux, il faut bien le dire. S'agissant du président de la République, les échanges ont été tout aussi courtois. De notre côté, ils ont été assez fermes, mais ils n'ont pas été non plus très fructueux, d'autant que, bon, au moment où il est venu devant l'Assemblée de Corse, c'était un petit peu tardif. Hein, bon, voilà, et cette visite n'a pas apporté grand-chose, il faut bien le dire. Donc, aujourd'hui, les perspectives qui sont les nôtres sont des perspectives de travail au bénéfice de l'ensemble des Corses et pas seulement évidemment de ceux qui ont voté pour nous, hein, puisque dorénavant nous sommes les présidents, Jules Simeone et moi-même, de l'ensemble des Corses. C'est une nouvelle manière aussi d'appréhender les fonctions qui sont les nôtres, même si nous demeurons des militants, mais nous ne sommes plus seulement des militants d'une formation et on ne peut pas raisonner et travailler de la même manière. Des perspectives de travail, des perspectives de rapport de force avec Paris, de négociations, nous espérons fructueuses. Mais j'en terminerai par là, nous sommes sereins. Nous sommes très sereins parce que jusqu'à une date qui est décembre 2015, le temps travaillait contre nous, le temps travaillait contre notre peuple. Et depuis décembre 2015, nous en sommes certains, le temps travaille pour nous. Et je suis persuadé que dorénavant, avec les capacités qui sont les nôtres, de faire valoir l'intérêt de la Corse au nom de l'ensemble des Corses, après avoir été élus par l'ensemble des Corses. Avec les nouveaux moyens qui sont les nôtres, de parler à l'opinion européenne, et nous ne nous privons pas aujourd'hui d'aller dans les capitales européennes pour dire ce qui se passe dans notre pays, pour dire ce que nous voulons, pour dire la façon dont la France se livre à un déni de démocratie s'agissant de la Corse, la France qui donne des leçons de droits de l'homme un petit peu au monde entier. Eh bien, les autres pays européens sont très intéressés de savoir que, eh bien, en Corse, les principes qu'elle prétend enseigner, eh bien, elle ne les met pas en application. Donc, avec les arguments que nous avons, avec la façon, y compris, de sensibiliser l'opinion internationale, avec aussi notre capacité à négocier avec Paris, avec ce que nous portons et avec le soutien dont nous bénéficions de la part des Corses, moi je suis persuadé, j'ai la ferme conviction qu'il sera impossible à Paris de continuer à traiter par le déni de démocratie des demandes qui sont des demandes légitimes et qui sont les demandes de la société corse. Donc encore une fois, il y aura du travail, il y aura des rapports de force, mais j'en suis persuadé, nous allons avancer. Alors, je voulais simplement terminer en vous disant que, comme nous avançons, je suis persuadé que le peuple basque va avancer. Nous avons observé avec beaucoup d'attention ce qui se passait chez vous, sur le plan institutionnel. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Alors c'est peut-être moins spectaculaire que certaines choses qui se sont passées en Corse, mais quand même, la reconnaissance d'une territorialité pour le peuple basque, c'est quelque chose de très important. Et puis il se passe des choses au sud, et tout ça est complémentaire. Nous suivons avec attention les évolutions de votre situation, et je voudrais vous dire également ma conviction pour le peuple basque. C'est que, comme je suis certain que les Corses vont gagner, je suis certain que les Basques vont faire de même, et cela à brève échéance. Je vous remercie pour votre attention.